Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Christophe que nous allons écouter. Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour Amélie, déjà merci de me donner cette opportunité-là, De c'est un rien. plaisir. Alors pour me présenter, je suis Christophe Mogental, j'ai 38 ans dans quelques jours. Je suis marié, père de deux enfants qui sont en primaire, deux garçons formidables. Au quotidien, je travaille dans l'informatique et en plus de l'écriture, j'ai pas mal d'autres passions. Je vais pas faire un inventaire à l'après-vert, mais il y a notamment l'astrophotographie, le roller de vitesse, le saxophone, la basse, enfin, plein de choses. Je suis assez curieux. D'accord. Donc il y a Foxit qui te souhaite un joyeux pré-anniversaire. C'est très gentil, merci. Et du coup, depuis combien de temps tu écris? Alors, je pense que c'est depuis le CE1. Mon premier j'ai un premier souvenir en fait d'écriture qui me fait un peu sourire, qui est assez drôle. Enfin, vous pourrez en juger, mais en fait, j'avais écrit à mes parents une lettre pour leur dire que je pensais en secret, comme si c'était une honte de penser par soi-même et de pas le dire à ses parents. Et c'est vraiment la première chose dont je me souviens, c'est cet écrit-là que j'avais tendu à mes parents. Donc déjà à ce moment-là, ça avait ce côté pour moi peut-être un peu intime, l'écriture, révéler ce qu'on ne dit pas en fait à haute voix. Donc ça D'accord. date à peu près de ouais, CE1, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors c'est beaucoup des professeurs au départ parce que quand on a commencé en primaire à voir de la poésie, c'est quelque chose qui m'a séduit, la musique des mots, ce genre de choses et du coup, c'est comme ça que j'ai probablement commencé à me lancer vraiment à écrire en faisant quelques poèmes, voilà. En plus, j'ai eu la chance, ma maman travaillait dans une imprimerie, elle nous ramenait de très beaux carnets qui donnaient vraiment beaucoup envie d'écrire dedans, donc ça, c'était quelque chose bassement matérialiste, mais qui donnait vraiment envie d'écrire quand on est gamin, en fait, ça aide pas mal. Et puis après, j'ai été vachement encouragé par les professeurs, par un directeur d'école formidable qui me donnait accès aux ordinateurs pour taper mon premier récit, alors qu'à l'époque, les ordinateurs, enfin, je suis un dinosaure, hein, mais les ordinateurs, il n'y en avait pas dans toutes les écoles et encore moins chez soi. Voilà. Et donc, quand j'étais petit, c'est ces choses-là qui m'ont donné envie d'écrire. Après, adulte, c'est un peu différent. C'est plus l'envie de retransmettre ce que j'ai reçu par la lecture. En fait, toute la part de rêve qu'on reçoit, on a envie aussi d'en transmettre un petit peu. Et puis, il y a aussi un côté forcément un peu égoïste, un peu où on a envie de transmettre un bout de soi, en fait, même si c'est assez futile. Et puis après, au-delà de ça, il y a un côté aussi, partage. Alors c'est vrai que, dans les romans, peut-être ça manque un enfin, des fois quand on écrit, on aimerait pouvoir avoir des retours instantanés sur certains passages parce qu'on est une certaine réflexion qu'on se fait sans forcément avoir les réponses et on aimerait en fait pouvoir en discuter, avec quelqu'un d'autre de ces choses-là. C'est des choses qu'on ne dit pas à l'oral parce que la plupart des gens sont assez, timides publiquement ou ne parlent pas de leurs ressentis et il y a qu'à l'écrit qu'on peut livrer le sien et peut-être avoir des conversations plus informelles, par la suite avec d'autres lecteurs sur ces ressentis-là, en fait. Voilà. Alors bonjour à Jordan et bonjour à MDK Wave. Et du coup, nous allons continuer avec les questions. Tu es en édition enfin, tu es édité chez une maison d'édition, donc Éco-édition. Pourquoi Oui. avoir choisi ce moyen de te faire éditer et pourquoi cette maison d'édition? Alors il y a un petit historique, en fait. Donc au départ, j'ai tenté, l'édition chez des éditeurs un peu spécialisés, littérature de genre comme, surtout, science-fiction. Notamment, La Talente, le Bélial et La Volte où j'avais passé les premières étapes et où ça a pas abouti par la suite et après j'ai un peu baissé les bras, j'ai arrêté d'envoyer des manuscrits, je me suis auto-édité et je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que du coup que j'avais des lacunes, qu'il y avait des longueurs dans le récit, des choses qui étaient complètement perfectibles, donc ça a été l'occasion de retravailler et au moment de renvoyer après du coup à de nouvelles maisons d'édition, je me suis dit: «Pourquoi pas, cibler des maisons d'édition généralistes?» parce qu'au-delà des choses perfectibles dans le récit, j'ai vraiment pensé qu'il y avait,
que j'avais un défaut entre guillemets, enfin, c'est vraiment entre guillemets, c'est que la science-fiction que j'écris, c'est de la littérature, faiblement genrée dans le sens où, c'est de la science-fiction, mais il y a pas d'extraterrestres, il y a pas de vaisseaux spatiaux, ce genre de choses. C'est vraiment la définition pure de la science-fiction où vous prenez un élément scientifique non avéré, que vous rendez possible et vous fondez une histoire dessus et même si c'est une toute petite perturbation du quotidien, ça reste de la science-fiction. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier, je crois qu'il a eu le Goncourt, Hervé Le Tellier, avec son roman qui parle d'un avion en fait qui arrive deux fois en fait sur les écrans radars, une deuxième fois alors qu'il est déjà arrivé quelques mois avant. Ça c'est une perturbation, et c'est là pour moi c'est de la science-fiction, même si c'est de la science-fiction light. Et vu que mon roman sans prétendre au prix Goncourt, il est vraiment euh, dans cette même veine, entre guillemets, dans le même côté science-fiction légère, j'ai préféré l'adresser à ce moment-là à des maisons d'édition plus généralistes, en pensant que j'aurais peut-être plus de chance. Et j'ai eu la chance du coup que Eco Édition accepte le manuscrit et je leur en suis extrêmement reconnaissant d'ailleurs. C'est depuis que l'aventure a commencé. D'accord. Et alors du coup, merci à MDK Wave pour le follow, ça fait plaisir. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors, j'écris le plus en roman, j'écris beaucoup plus de science-fiction, donc mes science-fiction plus léger, enfin plus light, même si j'ai un projet de science-fiction plus classique, plus genré. En fait, enfin, c'est vrai qu'on lit beaucoup on écrit pardon beaucoup ce qu'on lit, donc forcément, moi, je lis beaucoup de science-fiction, donc ça c'est venu assez naturellement. Et après, en termes de nouvelles, j'écris un peu de tout. Ça va de l'autobiographie à la fiction pure. Récemment, je me suis mis au récit très très court, vraiment moins de 8000 caractères. J'ai découvert ça sur un site qui s'appelle Short Edition. Et c'est un super exercice pour avoir maîtrisé les ficelles du récit, le ton, tout ça. Enfin, voilà, Et du coup, je t'invite à me présenter ton roman. d'accord. Alors, bah, mon roman, je suis bête, j'aurais dû le montrer. Mon roman s'appelle Sommeil aboli. Alors du coup, c'est un roman de science-fiction qui n'est pas réservé uniquement aux purs fanatiques du genre. Euh, Mon idée au départ, avant de vous expliquer l'intrigue, c'est que je voulais qu'il y ait une double lecture, c'est-à-dire que une fois que vous l'avez lu une première fois, que vous puissiez le relire en ayant peut-être un point de vue différent et peut-être le sourire ou des choses qui vont vous dire ah oui, je comprends bien, je comprends ça maintenant. C'est un roman qui a une structure particulière, en fait, qui alterne un chapitre avec un rêve. Alors pourquoi un rêve? Je vais y venir. L'histoire, elle parle en fait d'une communauté, d'un pays tout neuf en fait, qui est né suite à il y a eu une catastrophe écologique dans un gros pays, une espèce de raz-de-marée, un tsunami qui a tout dévasté suite à certains abus de multinationales du sable. Enfin, ça n'a pas grande importance. Et en fait, en réaction à cette catastrophe écologique-là, il y a trois personnes de ce pays-là qui ont décidé d'essayer d'en fonder un nouveau, une petite communauté de 50 000 âmes qui a grossi petit à petit. Et cette communauté-là, elle a une particularité parce qu'elle impose aux gens de prendre une pilule qui leur permet de ne pas dormir. Alors, cette pilule-là s'appelle le sommeil aboli. Alors, dit comme ça peut sembler anodin, mais imaginez un petit peu si dans votre vie, chaque jour, vous aviez à minima 8 heures de plus gagnées sur le sommeil, que feriez-vous? Euh, Surtout, ça permet à cette communauté d'avoir une caractéristique qui est assez exceptionnelle. On ne sait pas si c'est une utopie, une dystopie, parce qu'il y a quand même obligation de consommer la pilule en question. Donc, c'est une obligation. Mais après, faut que ça permet quand même d'avoir un temps de loisir bien supérieur au temps de travail, ce qui n'existe dans aucune société actuelle. Donc, ça, c'était un peu le postulat de départ. Alors, cette communauté, elle s'appelle Machia. Et dans cette communauté-là, il y a un personnage qui s'appelle Artie Alfid, qui est un peu l'anti-héros du récit. C'est le fils d'un des pères fondateurs de la cité. Son père a été assassiné dans des circonstances assez troubles, on en apprend les raisons plus tard. Du coup, Artie, vu que son père a été assassiné et que c'est un des pères fondateurs de la cité, il a un statut un peu particulier parce que c'est le fils d'un martyr et il a été pris un peu sous son aile par un autre fondateur de la cité qui se fait appeler le Démiurge. Lui, par contre, il règne d'une main de maître sur la cité. Donc c'est pour ça que c'est ni une dystopie ni une utopie, c'est vraiment entre les deux.
Et du coup, Artie, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Il profite un peu de son statut privilégié pour ne pas prendre la pilule sommeil aboli, pour enfreindre la loi finalement. Et ce qu'il fait, c'est la nuit, du coup, il dort et il vend ses rêves aux extérieurs. Il y a plein de tribus à l'extérieur, un peu autogérées, sous diverses formes. Et lui, il leur vend en fait ses rêves. Et évidemment, ça ne va pas forcément se passer tout à fait comme il l'entend, puisqu'à un moment donné, les clients vont se mettre à refuser d'acheter ces rêves simplement parce que ça les rend fous. Il y a des drôles de réactions à ces rêves. Il y en a un qui se noie limite dans un verre d'eau, il y en a un qui devient fou, qui croit qu'il voyage sur une licorne. Enfin, il se passe pas mal de choses comme ça. Et en même temps, tout se bouscule pour lui parce que jusqu'à présent, lui, il se posait pas trop de questions dans la cité. Il était un peu indolent, comme un peu indécis, et il suivait un peu le troupeau. Et il y a ce phénomène étrange avec ses propres rêves. Il y a aussi le fait que le démiurge, d'un coup, son père adoptif, lui propose de prendre sa relève, en fait, de prendre la tête de la cité dans les années à venir, ce qu'il refuse catégoriquement, et il ne comprend même pas la raison d'ailleurs de la demande. Et en même temps, en fait, les rêves d'Artie, qui sont donc illégaux, ils sont retrouvés dans les locaux d'une secte dont tout le monde ignore le but. Et le fait que ces rêves, du coup, soient retrouvés dans les locaux d'une secte, ça incrimine Artie. Il est jeté en prison à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que le récit commence, en fait. D'accord. Voilà, je peux pas vous en dire plus après, mais évidemment, il va prendre une autre dimension et il va devoir faire des choix très importants pour lui-même comme pour la cité. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021, voire 2022, vu que mine de rien, l'année 2021 est déjà bien entamée? Oui, bah, alors j'ai plusieurs romans sur le feu, mais j'en ai un particulièrement qui avance un petit peu plus, qui parle, alors c'est un roman d'espionnage, mais qui est sous une forme particulière puisqu'il s'agit de journaux intimes qui se croisent. Alors je ne pense pas qu'il sortira en 2021, j'espère en 2022, c'est même pas certain. Simplement parce que, à part de l'écriture, je travaille sur un projet d'application, de réseau social de proximité qui s'appelle Proximap, et ça me prend beaucoup de temps, donc c'est un autre projet et qui pour l'instant prend la priorité, mais c'est toujours prévu de sortir un nouveau roman. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors plusieurs. Alors déjà, j'en avais entendu un excellent, d'un auteur que tu avais interviewé, je crois que c'était au début de la semaine ou fin de semaine dernière, je sais plus, qui disait qu'il fallait se relire à voix haute, et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense que je le faisais pas assez de mon côté aussi, et c'est important pour bien sentir le rythme de ses phrases, pas avoir des phrases trop lourdes. Ça, c'est un premier conseil. Après, moi, en termes de enfin, un conse je trouve que le plus gros écueil en tant qu'auteur débutant, c'est, hem, qu'on soit face à une montagne et qu'on abandonne du coup face à cette montagne-là. Et du coup, pour ça, moi, ma méthode, c'était de faire un plan. Et de faire un plan vraiment, au départ, de jeter des idées, puis petit à petit de les structurer, de jeter des idées, puis découper jusqu'à ce que ça devienne des chapitres, et que dans ces chapitres-là, on injecte de nouvelles péripéties, de plus en plus détaillées, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la trame complète du roman, pour ensuite qu'il ne reste, entre guillemets, «plus qu'à rédiger». Et après, du coup, ça rend tout beaucoup plus simple parce qu'on a moins cette impression de montagne devant soi. Donc ça, c'est vraiment un autre conseil que je donnerais. Alors du coup, Et si je peux me permettre un dernier conseil, oui. c'est, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me le donne celui-ci, il y a longtemps. C'est, qu'à l'école on étudie beaucoup d'auteurs classiques avec un style qui était un peu adapté à leur temps. Alors même si moi j'aime beaucoup ces auteurs-là, au départ naturellement je me suis mis à avoir un style qui copiait ou qui imitait un petit peu ces auteurs-là, et il s'avère que par rapport à notre époque, c'est pas forcément, ça rend les choses compliquées par rapport au public qui n'adhère pas forcément à ça, et par conséquent, ça rend aussi plus difficile d'être édité puisque les éditeurs cherchent forcément des choses qui vont se vendre. Oui, Donc mon conseil, c'est d'essayer d'être avec son temps, et d'écrire avec son temps sans se laisser influencer. d'accord. Alors du coup, nous allons passer aux questions surprises. Donc la première, si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? Voyons.
Ah, c'est une bonne question. Hem, Dessin animé? Oh, je dirais Tintin. D'accord, Tin Tintin pour son côté voyage, reporter, avec lui il se passe toujours des choses, donc c'est pas faux. c'est bien. Et du coup, quel âge aimerais-tu avoir en permanence? Oh, elle est compliquée celle-ci. Hem, non, on me dit toujours que je suis plus jeune, donc ça va être je sais pas, en permanence, moi je dirais que mon âge actuel me va très bien, je suis bien dans ma peau, j'ai pas de regrets et je sais pas si peut-être que dans 2 ans je dirai la même chose en fait, donc je sais pas. D'accord. Dans quelle ville rêves-tu de vivre? Bah, alors, moi j'aimerais beaucoup, enfin c'est pas très loin, là actuellement je suis à Chartres et j'aimerais bien vivre à Orléans parce que c'est un peu ma ville de cœur, j'y ai grandi. Voilà, c'est complètement déraisonnable, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Et dans quel univers de films ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Hem, on va dire de films, bah, ça peut paraître étrange parce que c'est assez sombre, mais j'aime beaucoup je suis très attiré par tous les univers un peu cyberpunk, donc ça peut je dirais, Blade Runner notamment ou peut-être Strange Days, des choses comme ça, même si c'est assez sombre. Et sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Hem, Sur le saxophone, D'accord. voilà. Alors du coup, nous allons nous arrêter là pour la partie sur YouTube. Donc à bientôt YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter, etc. Au revoir. Au revoir.